Bienvenue au Polysécure épisode spécial. On a un panel, c'est la première fois que je fais ça, ça va être super intéressant. En plus, j'ai fait pendant le NordSec, dans un endroit où je trouve un endroit pour m'isoler, et je suis à l'extérieur, dans le vieux port de Montréal. Donc, c'est super comique. Je suis accompagné de trois super panélistes. Je vais laisser se poser chacun. L'objectif de ce panel-là, c'est de discuter le choc entre les univers de la cybersécurité et des avocats dans le monde de l'univers de la vie privée. Puisque c'est deux univers qui ont été par la loi, mais un peu forcés à se marier ensemble et à collaborer ensemble. Je vais laisser les gens se présenter dans l'ordre. Je vais commencer par Solika. Oui, alors merci. Moi, c'est Solika Moni. Je suis avocate chez Fasken depuis environ 1 an. Je fais de la vie privée, de la cybersécurité. On a une équipe d'environ une dizaine d'avocats et je me spécialise en programme de conformité. Donc, tout ce qui est l'encadrement ou l'accompagnement plutôt des entreprises dans leur conformité à la loi 25 de A à Z. Puis, donc, c'est ça, j'ai été intéressée ou interpellée plutôt par le sujet parce que je suis activement ces sujets-là, étant donné que dans les programmes de conformité, j'espère qu'on va en parler aujourd'hui. Il y a beaucoup de juridique, mais il y a également beaucoup de sécurité de l'information. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on collabore, où la ligne s'arrête, où est-ce qu'il y a une ligne. Donc, il y a tous ces beaux sujets-là qu'on va, j'espère, aborder et dont on va pouvoir discuter aujourd'hui. Voilà. Donc, merci, chers collègues. Je m'appelle Narek Runjan, je suis avocat chez Fasken, un peu comme Solika. À l'âge de 3 ans, on m'a donné un ordinateur. À l'âge de 1 an, j'étais assez baveux. Fait que, au fil des ans, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de ma vie? Puis finalement, je suis devenu avocat en droit des technologies, puis je pratique vraiment en cybersécurité, protection des renseignements personnels, avocat en droit des TI chez Fasken, dans l'équipe vie privée cybersécurité, mais aussi en technologie émergente. 80% de mon temps, je le passe en réponse aux incidents. Le reste, j'essaie de donner des conseils pour éviter qu'ils aient à m'embaucher. Puis sinon, mais j'accompagne aussi ma collègue Solika à faire des programmes de conformité, à réviser des contrats, à s'assurer qu'ils mitigent leurs risques en amont. Fait que tout ce qui est projet de loi 64, loi 25, mesures appropriées de sécurité, j'espère qu'on aura l'occasion d'en discuter. Puis avant d'embarquer chez Fasken, mais je travaille beaucoup, même chez Fasken, mon travail est quand même assez multidisciplinaire. On aura l'occasion d'en discuter, mais ça fait environ 7-8 ans que je baigne dans la multidisciplinarité. Ça, c'est un beau mot là, on devrait avoir une abréviation pour ça. Alors, je suis d'accord, multidisciplinarité, c'est comme internationalisation. Il faudrait avoir un acronyme pour faire ça. Bien content de vous rencontrer. Moi, j'ai eu mon premier ordinateur à 18 ans, donc je l'ai eu sur le tard. Je suis Alexandre Major. Je m'en allais à RH avant, ne posez pas la question sur le changement de cap. Donc, moi, je suis un professionnel en cybersécurité depuis 20 ans. Donc, ça fait un bout de temps. C'est une passion chez moi. Je suis né dans la cyber. Je vis dans la cyber et je n'ai fait que de la cyber. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir un petit côté curieux puis créatif et justement multidisciplinaire. En fait, pourquoi j'ai rencontré un peu plus le monde du privacy, en fait, de la vie privée. Puis ça me fascine parce que les gens, souvent, cyber-vie privée, pour eux, c'est un amalgame, c'est la même chose, c'est exactement la même affaire. Pourtant, j'explique que moi, je rencontre ce monde-là, c'est que pour toutes sortes de raisons, je me suis ramassé à écouter, à vouloir écrire du théâtre documentaire sur la vie privée l'an passé, suite à une expérience après avoir été voir Jim Hydro et tout ça. Fait que je rencontre beaucoup le monde du privacy, le monde de la consultation, le monde légal, et je vois le choc des cultures. Donc, c'est vraiment des approches différentes. Fait que c'est pour ça que je suis ici. Je suis très content de vous rencontrer. Puis là, bon, on va le dire tout de suite. Il faut travailler ensemble. Comme n'importe qui préface, en fait, une blague raciste, je veux dire, j'ai des amis avocats. Donc, clairement, en partant, ça m'excuse pour le reste. Puis si on parle ici pour le choc des cultures, il faut aussi bien dire que je ne vais pas me gêner pour être taquin parce que c'est vraiment des perspectives différentes. Moi, je trouve ça fascinant. Des fois, le choc thermique qu'il peut y avoir entre les deux, je trouve ça enrichissant. C'est effectivement une source d'inspiration, une source d'idées. Puis c'est justement ça où on va essayer de faire ressortir avec des blagues racistes. C'est ça comme ça. Puis là, je vous lance la chose, puis là, lancez-vous comme vous voulez. Comment vous avez vu, parce que essentiellement au Québec, l'événement
de la vraie transition, c'est l'EPL 64 qui a vraiment mis sérieusement, puis pas juste en théorie, vraiment en pratique, le fait que les avocats sont vraiment partie prenante à tout ce qui se passe en privacy, au-delà de ce que c'était avant, parce que tu sais, avant, il était plus léger. Maintenant, la loi, elle est plus, à mon sens, plus sérieuse parce qu'elle a du mordant, là, elle peut faire saigner des gens. Donc, à voir comment vous avez vécu cette espèce de moment de transition-là, puis comment vous envisagez l'avenir par rapport à ça aussi, d'ailleurs. Là. Oui, je peux commencer, puis ensuite, je vais laisser mes co-panélistes intervenir à leur guise. Pour ma part, moi, quand le PL64 a été annoncé, je travaillais au ministère de la Justice en droit dans une direction spécialisée. Puis je faisais déjà de la cybersécurité. En fait, j'appliquais cette loi très méconnue qui s'appelle la loi concernant le cadre juridique des technologies de l'information. Puis, donc, je baignais vraiment déjà dans le milieu technologique. On collaborait vraiment au quotidien avec des ressources en cybersécurité, oui, etc. Par contre, c'est sûr que je voyais vraiment que le volet juridique de la chose allait devenir de plus en plus important avec le projet de loi 64. Je pense que tout le monde était assez d'accord pour voir la même chose. C'est pourquoi, en fait, je suis partie dans le privé, justement, pour participer à cet effort de mise en conformité juridique. Parce qu'il faut le dire, on parle souvent du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'experts en cybersécurité, mais c'est aussi la même chose là, pour les avocats. C'est une nouveauté pour tout le monde. Puis, ben pour moi, c'était une occasion justement de mettre au devant de la scène le fait que dans tous ces aspects-là, il y a toujours eu et il y aura toujours du juridique. De la conformité en protection des renseignements personnels ou même en protection des renseignements confidentiels, donc des renseignements d'entreprise, etc. C'est énormément de juridique et technique. Là. L'un ne peut aller sans l'autre. Puis souvent, c'est une des premières conversations qu'on a avec les clients, c'est de dire oui, on le sait, là, il y a des mesures de sécurité à mettre en place. Ça, c'est très important, mais il y a aussi des politiques. Il y a beaucoup de notions juridiques à intégrer dans vos efforts de conformité. Je vais rajouter là-dessus. Moi, j'ai le réflexe contraire. Généralement, quand j'arrive dans un mandat, qu'on me parle de choses, la première question que j'avais posée, est-ce que vous avez parlé aux avocats avant de commencer à parler aux technologues, de choses comme ça? Parce que moi, étant plus sensibilisé, disons, je suis très inquiet quand il n'y a pas d'avocat dans un dossier où il y a moindrement de la PRP au sens de la loi 25 ou RGPD, là, tout dépendant, mais quand il n'y en a pas, je suis très inquiet. Fait que de là, je pose exactement la question inverse. Ouais. Je suis content que les avocats puissent être rassurants. Moi, je veux revenir sur ta question, puis vraiment sur la prémisse de base là, de loi 25, PL64. Puis sur le fait que est-ce que ça a changé les choses? Est-ce que ça implique plus les avocats? Je pense que pour ma pratique, ça n'a pas tant changé, puis je veux l'expliquer puis l'aborder de cet angle-là. C'est en matière d'incidents de cybersécurité, là, la cybersécurité, ça fait 20 ans qu'on est là-dedans, là, au moins, que c'est important. Puis les organisations, ils ont un intérêt profond, réputationnel, opérationnel et juridique à protéger et donc de se prémunir contre les incidents. Ça, c'est quelque chose qu'on voit depuis très longtemps. Puis les avocats, ils ont été impliqués dans ce milieu-là depuis, je pense, un peu par les assureurs là, et par la doctrine du secret professionnel également, ce qui a fait en sorte que c'est venu vraiment dans le terrain de jeu des avocats. Pour info, lorsqu'il y a des experts en cybersécurité qui travaillent en réponse à un incident et ils fournissent un rapport à un avocat, leur rapport dans un continuum de communication va être protégé au même titre que si la communication était faite du client vers son avocat. Et donc, c'est dans la transparence de cette communication-là qui est faite à l'avocat que l'avocat peut adéquatement conseiller son client. Fait que les avocats ont été un peu impliqués de cette façon-là, puis il fallait qu'ils comprennent ce que les experts en cybersécurité sont en train de leur expliquer. Fait que les avocats étaient à la base impliqués, puis ça a fait en sorte qu'il y a une expertise qui s'est bâtie, puis la notion de breach coach qui s'est développée au fur et à mesure des années. Fait que oui, c'était sympa qu'on parle de projet de loi 64, on va changer les choses, mais la loi fédérale, la PPDA, ou l'acronyme français LPR-PDE, là, pas aussi sympa. Il y avait déjà des obligations de signaler des incidents. Il y avait déjà des
des recours collectifs qui se faisaient lorsqu'il y avait des incidents de cybersécurité qui se passaient, puis il y avait des renseignements personnels qui étaient impliqués. Puis, je veux revenir sur l'article clé là, dans la loi sur le secteur privé au Québec, l'article 10, qui dit « Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre des mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels. » Puis, considérant, etc., là, mais cet article 10-là n'a jamais changé avec le projet de loi 64, loi 25. C'est le même article, le libellé n'a pas changé d'une virgule. Puis c'est cet article-là qui est vraiment le fondement de ce mariage-là entre la cyber puis le droit. Ce qui s'est passé en 2020 et en 2021 avec l'adoption, c'est juste qu'on s'est dit if the marriage is not working, là, si le mariage ne fonctionne pas bien, mais au lieu d'avoir des sanctions à 10 000 $, mais là, on va avoir des sanctions à 25 millions. C'est ça qui a changé un petit peu, les conséquences. Alex, est-ce que tu le vois du même œil? En partie, de ma perspective, en fait, protéger de l'information sensible, tu as touché une règle, là, que ce soit de l'information sensible, personnelle, pas personnelle, tout ça. Nous, on fait ça depuis longtemps. On parle depuis 20 ans que la cybersécurité a pris plus d'ampleur. C'est encore plus vieux que ça. Mais moi, ce que j'ai vu arriver, toute chose, mon prof d'économie le disait, les besoins sont illimités, mais les ressources sont limitées. Et ça, c'est clé. Autant les ressources humaines, donc les gens compétents, qualifiés, l'argent, il faut en parler, le reste, le temps d'antenne, qu'on appelle ça du temps d'antenne, là, avec que ce soit la haute direction, les parties prenantes, les lignes d'affaires et tout ça. Puis moi, ce que j'ai remarqué beaucoup avec l'arrivée, justement, l'espèce de, je vais dire de la judiciarisation, mais c'est pas tout à fait le bon terme, là, mais l'arrivée de la loi 25, c'est que là, tout à coup, la même attention, les mêmes ressources, le même argent, ben là, il fallait non seulement s'assurer de continuer à protéger avec la cybersécurité, mais là, en plus, on rajoute les dimensions juridiques, probablement à cause de ce que tu mentionnes, que là, tout à coup, les amendes, ça vient de passer à une autre magnitude. Puis, une des choses qui est manifeste pour moi, c'est toute l'attention qu'on tombe sur la conformité. Pour moi, la conformité, ce n'est pas de la sécurité. En fait, la conformité, tu peux faire de la conformité sans rajouter de la sécurité. Il y a une question de pragmatisme là-dedans. Puis de mettre beaucoup d'efforts, puis à la fin, tu peux te ramasser à être très conforme, puis pas si sécure que ça, et probablement l'autre bord. Mais en fait, l'autre bord, non. Si tu es très sécuritaire, avec un peu de chance, j'espère que les lois sont assez bien faites, les règlements, les cadres, pour être conformes. Mais là, ça divise les efforts. C'est rendu qu'on met beaucoup, beaucoup de temps, puis on doit mettre beaucoup de gens autour de la table, puis on doit avoir beaucoup de consulting, puis plein d'infos, puis plein d'informations pour arriver, dans le fond, à un résultat qui, de façon pragmatique, est-ce que les renseignements personnels du monde, avec les efforts qu'on a mis, les ressources qu'on a mis, les budgets qu'on a mis, sont mieux protégés ou pas? Puis là, je suis taquin parce que, ultimement, je vous l'ai dit, j'y crois, c'est un mariage entre les deux, il faut qu'on travaille ensemble. Mais l'attention, je trouve que le focus d'attention a un peu shifté. On dit, OK, bien, on est-tu plus sécuritaire? Je sais pas, mais on est plus conforme. Puis ça, c'est important parce qu'il y a des amendes qui s'en viennent. Fait que ça, ça donne des discussions un peu particulières que ce soit dans les boardrooms. Idéalement pas pendant les breaches, là. On s'entend que c'est le pire moment pour avoir ces discussions-là, même avec un breach coach. Fait que c'est un peu la perspective, parce que moi, j'ai vécu ça un peu dans les milieux corporatifs puis dans les discussions. OK. Moi, je suis curieux, je veux des définitions. Je vais te demander des définitions. Qu'est-ce que tu entends par conformité, ou est-ce qu'on est plus conforme puis on est plus sécuritaire? Comment est-ce que tu le vois en pratico-pratique? Comment tu le définis? Ben, en fait, ça, c'est un bon angle. Okay. Qu'est-ce que ça veut dire conforme? Puis je suis partant pour les définitions. Quand on est dans le juridique, on dirait que le test pour quelque chose, ça reste un test qui va être dans le monde juridique. Fait que souvent, tu entends, ça va-tu passer devant le juge, ça va-tu passer devant un tribunal, ça va-tu passer devant un arbitre, de façon générale. Là, c'est comme le test ultime de est-ce que ce que tu fais est en train d'être bien. Puis les définitions de conforme pour la cybersécurité ou pour d'autres choses, c'est t'as-tu moins de risques? Puis là, on a toujours eu ce problème-là de dire qu'est-ce que ça veut dire moins risqué? Là? Est-ce que ça a moins de chances d'arriver? Est-ce que ça va arriver, ça va faire moins mal? Bref, ça aussi, c'est tout aussi flou et difficile à prouver. Mais c'est des définitions, tu as raison, qui sont un peu différentes. Ça se peut très bien que quelque chose soit plus sécuritaire, mais passe pas devant le juge, j'imagine. Puis là, je caricature, là. Comme je dis, je ne suis pas du monde juridique. Fait qu'en quelque part, la conformité, c'est pas... Puis la conformité, en fait, quand on regarde le côté juridique par rapport à une loi, c'est quelque chose qui est toujours un peu plus lent que la menace de cybersécurité par définition.
Parce que la menace de sécurité, elle arrive hier, elle arrive demain, il y a une nouvelle méthode, l'AI arrive, tout change, le profil de risque vient de changer bout pour bout. Et là, tout à coup, tu arrives avant que ça devienne une bonne pratique, qui devienne à l'attention des instances réglementaires, qui finissent par le mettre dans un framework, qui finissent par le mettre dans une bonne pratique, dans une loi, etc. Il peut se passer, puis là, vous allez me le dire, là, 5 à 10 ans. Mais pendant ces 10 ans-là, la menace est toujours là, elle. Fait qu'en quelque part, il y a quelque chose où est-ce que tu peux, et c'est tout le temps un peu en retard au niveau de la conformité par rapport à quelque chose de très concret, réel, pragmatique, qui est, il y a des personnes malveillantes, des hackers, des gens négligents, des entreprises voyous, appelez ça comme vous voulez, qui mettent à risque puis qui mettent en danger les renseignements personnels des gens. Là, je vois des grandes affirmations, là, je vois vos visages, là, on s'entend, là, mais est-ce que je vous ai choqué à outrance ou on est à la même place? Non, ben en fait, c'est super intéressant d'entendre le point de vue, je veux pas dire opposé, là, mais concurrent, parce que puis j'apprécie l'effort de donner des définitions. Je pense que c'est important parce que pour nous, la conformité n'a pas comme seul objectif que de diminuer le risque de cyberattaque, peu importe laquelle. Pour nous, la conformité, ça s'évalue en fonction de la loi. Puis en l'occurrence, la loi, elle a énormément d'autres objectifs que de réduire le risque. C'est comme Nareg le disait au début de notre conversation, il y a un seul article sur plus d'une centaine qui traite des mesures de sécurité. Mais il y en a également sur comment est-ce qu'on divulgue nos pratiques de manière transparente, comment est-ce qu'on exerce des droits, comment est-ce qu'on distribue les rôles et responsabilités, est-ce qu'on a besoin de faire des analyses juridiques avant de faire des projets. Donc, ce n'est qu'un aspect parmi énormément d'autres. Et donc, pour moi, la conformité est beaucoup plus large que la sécurité si on reprend les définitions. C'est quasiment c'est ça, c'est quasiment le prérequis là, avant de parler de sécurité. Si encore une fois, si on reprend ces définitions-là. J'essaie de trouver des situations où la conformité et la sécurité seraient opposées ou n'iraient pas dans le même sens parce que je continue sur ce que Seleka a dit. Si tu fais une analyse de risque avant de déployer ton projet en Privacy Impact Assessment, mais ton Privacy Impact Assessment qui fait partie de son Security Threat Risk Assessment ou vice-versa, tu devrais faire un Security Threat Risk Assessment. Et en matière cyber, Alex, tu vas me dire, mais oui, avant de déployer un nouveau projet, je devrais faire ça. Je devrais faire un test de vulnérabilité minimalement. Puis sinon, je devrais y réfléchir de manière plus large. Je dois intégrer la vie privée ou la protection des renseignements personnels par défaut ou privacy by design. Parce que ça va me permettre de minimiser les renseignements que je suis en train de collecter. Mais si je n'ai pas ces renseignements-là ou si je ne les utilise pas ou si je les utilise sous une forme désidentifiée, mais là, je viens de baisser mon risque. Peut-être pas le risque que ça arrive, mais les conséquences, une fois que l'événement se matérialiserait. J'essaie de voir que la loi, dans son ensemble, c'est là pour protéger, puis il va dans le même sens de la sécurité. C'est pas tant un box-checking exercise ou de la conformité, c'est vraiment, ça améliore ta posture cyber. Et ça te donne plus d'outils. Parce que, par exemple, un contrat, c'est un outil essentiel là, pour la conformité PRP, c'est-à-dire, par exemple, une des obligations qui est renforcée par la loi 25 puis son entrée en vigueur en septembre prochain, c'est l'obligation de mettre certaines clauses contractuelles quand on confie nos renseignements personnels à des prestataires de services. On aura beau faire plusieurs analyses de sécurité si on ne consigne pas nos requis, nos exigences minimales à l'égard de notre prestataire de services dans un contrat, si on ne se dote pas de politique pour outiller notre personnel pour développer les bons réflexes puis implanter les requis de l'organisation, mais on ne sera pas plus avancé. Donc, pour en revenir au propos initial par rapport au fait qu'on a des ressources limitées, puis là, avant, c'était plutôt centré sur les personnes en sécurité de l'information, même si personnellement, c'était pas vraiment mon expérience. Là. Il y avait toujours quand même un avocat quelque part, peut-être pas aussi impliqué, mais quelque part. Je pense que si les ressources sont diminuées, ça devrait diminuer proportionnellement, mais le rôle de chacun l'avocat et l'expert en cybersécurité doivent continuer d'être à la table et de faire des recommandations dès lors que la question relève de leur spécialité. Puis je finis là-dessus, mais
par exemple, quand un client me demande est-ce que je devrais mettre une double authentification par rapport à ces renseignements-là, je dis pas ben oui, je m'embarque pas dans des explications. Je dis ben non, consultez votre expert en cybersécurité. Alors, je m'attends à ce que de son bord, l'expert en cybersécurité fasse la même chose. Ça ne m'aide pas à conseiller des clients sur des sujets qui, dans le fond, relèvent plus de son expertise. Moi, je leur dis d'activer l'authentification multifacteur, ça les cas. Merci. Merci, Nareg, j'apprécie. Mais non, je taquine, je comprends exactement ton propos. Je sais quand rester dans ma voie aussi, là, mais il y a des trucs, go do it, là, puis un peu de votre côté aussi. Je suis certain. On apprend de vous, pas de notre spécialité. Vas-y, excuse-moi. Non, mais en fait, de façon, c'est vrai là-dessus. Moi, c'est beaucoup une question d'effort dans le sens où au niveau, pour démontrer, puis encore de la conformité, je veux faire attention avec le mot, là, mais tous les efforts qu'on met du côté juridique pour la PRP et tout ça. En quelque part, il y a une question, l'objectif, on a tous le même objectif, c'est-à-dire que ça soit dûment protégé puis qu'il arrive le moins de problèmes possible. C'est les moyens qui diffèrent beaucoup. Puis ça, ça me rappelle une vieille blague que quelqu'un me contait qui me disait, la différence entre un avocat et quelqu'un en cybersécurité. L'avocat va te dire avant de traverser la rue qu'il est illégal pour un automobile de te frapper en tant que piéton, que c'est dans ton droit d'être protégé sur la voie publique et que la personne va probablement être, si jamais elle rentre dedans, va être reconnue coupable ou quelque part va payer au civil ou au criminel. Et la personne en cybersécurité va te dire regarde des deux côtés de la rue pareil. Mais c'est pour dire l'efficacité des choses, en fait. Si on passe du temps, puis moi, c'est mon expérience beaucoup, je ne veux pas parler de red tape nécessairement parce que beaucoup, quand on parle d'impact assessment et tout ça, moi, je vois de la valeur. Puis la minimisation de données qui a été touchée, moi, ça, pour moi, c'est l'essentiel. Puis c'est probablement une des meilleures choses qui a été apportée. Première règle de ne pas exposer de l'information sensible, c'est mets-la pas. Ou si on n'a pas de besoin, débarrasse-toi-en ou ne la collecte pas. Hey, ça, là, c'est sain d'esprit, c'est fantastique. Mais quand on arrive, par exemple, dans les suivis d'incidents, les déclarations, les politiques, là, tout à coup, les niveaux d'approbation de reddition de compte, les mêmes personnes qui sont sur les mêmes projets vont être séparées entre les deux, puis on va dire, ouais, finalement, on aurait bien aimé ça, mettre le chiffrement supplémentaire ou de mettre en place une refonte de tel code ou de tel API, etc., pour le rendre plus sécuritaire. On n'a pas eu le temps parce que manquait d'argent, manquait de projet, c'est assez solide. Fait que moi, c'est beaucoup cette compétition-là pour les mêmes ressources puis le même temps d'attention que je trouve difficile. Parce que tu sais, la blague aussi avec le privilège, puis la règle disait, moi, tu me donnes le choix entre le privilège avocat, client, puis un bon chiffrement TLS, là. Moi, je sais ce que je choisis, là. Définitivement, le chiffrement. Toi, la règle, si je te mets dans ce spot et je te demande chiffrement ou privilège, qu'est-ce que tu choisis? Tu n'as pas le droit de dire les deux. Si j'ai pas le droit de dire les deux, moi, je prends le chiffrement, c'est certain, puis I'll one-up you. C'est lorsqu'on parle de documentation ou de communication, puis qu'est-ce qu'on essaie de protéger. On parle aussi de data minimization. On dit, qu'est-ce que tu veux documenter? Qu'est-ce qui va sur un appel? Qu'est-ce qui va sur un document? Qu'est-ce qui va dans un rapport? Qu'est-ce qui va dans une mention draft, etc. Donc, c'est de réfléchir, puis qu'est-ce qu'on met où, comment, pourquoi, puis qu'est-ce qui doit être dit par écrit, puis qu'est-ce qui doit faire l'objet d'un appel. Fait que, non, je suis d'accord avec toi. C'est pas parce qu'on dit que c'est protégé par le secret professionnel que c'est protégé at large. Puis même les rapports et les communications qu'on protège par le secret professionnel, mais on est familier avec l'exfiltration, en autre beau terme, là. C'est super beau avoir ton rapport protégé par le secret professionnel, mais s'il se fait exfiltrer dans le prochain data breach puis il se ramasse en ligne sur le dark web, mais good luck, là. Je suis d'accord. Je vais rajouter là-dessus, puis j'ai aimé l'intention de Solika au niveau de rester dans notre voie. Puis ça, puis dans le cyber, puis Alex va pouvoir souvent le confirmer. On a même ce problème-là que les gens en TI qui viennent jouer dans notre terrain en se pensant qu'ils sont bons en cyber. On a ce problème-là, pas tant que ça que les avocats, heureusement, mais inversement, moi, j'ai vu du monde en cyber qui font littéralement des opinions juridiques. Puis là, je fais comme, ouais, non, mais c'est pas ta job, là. Puis moi, ça me fait peur pour mourir, ces gens-là, parce que ils parlent de choses, comme les gens en TI qui parlent de cyber puis qui ont pas d'affaires là. Ça me fout la frousse parce que on est dans des zones très sensibles. Ouais, ben moi aussi, en fait, c'est ma crainte principale. Non seulement pour les experts ou même les firmes qui font ça, mais aussi pour le client, parce que
à la fin de la journée, quel est le niveau de qualité de la vie juridique que tu donnes quand tu n'es pas avocat et que tu n'as pas de compétences juridiques autres que celles que tu as entendues dans les meetings avec les avocats. Donc, c'est sûr que c'est une tendance qu'on remarque, là. On voit passer, on les entend, puis on les voit aussi dans des offres de services écrites. Il y a vraiment une sensibilisation puis une éducation à faire aussi au niveau du fait que c'est uniquement des avocats qui peuvent donner des conseils juridiques, puis c'est pas pour rien, là. C'est parce qu'on a fait des longues études, puis qu'il y a une certaine qualité, méthodologie, responsabilité professionnelle aussi qui est liée à ça. Donc, ben, c'est ça. Moi, mon avis est quand même assez clair là-dessus, mais Alex, qu'en penses-tu, toi? C'est difficile pour moi d'abonder plus dans votre sens parce que Nicolas Loïc le disait, des gens qui n'étaient pas des gens de cyber, qui se mêlaient, qui faisaient beaucoup de cyber à tort ou un peu n'importe comment. Par ailleurs, il y a un rayon d'espoir. Moi, ce que je vois sortir de l'extérieur de la cyber aujourd'hui, c'est bien mieux et c'est de meilleure qualité. Il n'y a pas que toi, Nareg, qui dit que d'activer l'authentification à 2 facteurs. On l'entend le plus souvent, même de gens hors cyber. Fait que ça me rassure. Mais non, c'est quelque chose en quelque part. Peut-être que c'est une barrière qu'on a justement. Les bonnes personnes de cyber vont reconnaître cette limite-là puis dire attends un instant, là, I am not a lawyer. C'est vraiment important. Donc, on va faire appel à la bonne personne pour avoir le bon cadre et la bonne responsabilité. Une des choses que je remarque, c'est difficile de tracer cette frontière-là, même en bonne volonté. Quand on appelle, quand on dit, par exemple, on dit faut être conforme. Tout le monde est d'accord, faut être conforme. OK, parfait. Après ça, tu demandes comment faut être conforme. Bon, là, c'est plus flou. En cyber, on a un peu plus de corpus, même très technologique, de dire, regarde, t'es conforme quand t'as telle case cochée, tel matériel installé, tel processus en place. C'est l'expérience, on l'a acquis avec longtemps. En vie privée, mon expérience, puis elle est peut-être limitée là-dessus, c'est quand tu dis comment est-ce qu'on peut être conforme, c'est quoi la liste des choses à faire et à mettre en place, ça peut être beaucoup plus flou. Puis à un moment donné, tu te rends compte que peut-être même comme expert, tu as mis le pied en dehors, tu dis OK, tel processus, ça va faire la job. Là, tu viens peut-être mettre de pied du côté de la conformité, faire un call que tu t'en es même pas rendu compte. Tu te dis non, finalement, tu n'es pas conforme puis pour une raison qui t'échappe. Puis évidemment, on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Fait que c'est très difficile. Je pense qu'on gardait beaucoup notre domaine en cybersécurité. Fait que les gens avaient pas tant. C'était facile de savoir quand tu mettais le pied dans le cyber parce que quelqu'un te le disait. En droit, en juridique, c'est moins évident. Quand est-ce qu'on vous appelle? Je vais rajouter un point là-dessus, puis c'est très intéressant parce que anciennement, sur Slashdot, là, ça trahit mes cheveux blancs, les gens mettaient la mention quand j'aimais une opinion, mais je ne suis pas un avocat. Puis j'allais rajouter la deuxième phase avant que je me fasse interrompre par les pompiers. Le fait que en cyber, là, on a vécu toutes les affres du PCI DSS, qui est un mauvais élément de conformité. Puis ça, c'est un désastre à bien des égards. Puis quand on veut donner un exemple d'une mesure de conformité qui apporte aucune sécurité, PCI DSS est le plus bel exemple qu'on a. C'est plus vrai maintenant, et bien heureusement, parce qu'il y a des itérations, ça s'est amélioré. Mais on a encore maintenant certaines aberrations de niveau cyber qui ne font pas de sens, mais que niveau conformité, on fait juste cocher puis on se donne l'impression de. Puis le danger de ça, c'est que quand on est conforme, on a l'impression qu'on est protégé quand c'est pas tout à fait la même chose non plus. Mm-hmm. Je pense qu'on est rendu à la 4e itération maintenant. Moi, ce que j'aime en général, c'est lorsque d'un côté comme de l'autre, ils comprennent c'est où ces limites-là. Puis je vais donner un exemple concret. J'ai déjà entendu il ne faut pas oublier la loi 25. Lorsqu'il y a des renseignements personnels, mais vous allez devoir notifier les individus dans une breach, puis vous allez devoir aviser la commission d'accès à l'information. J'ai entendu ça. De l'autre côté, j'ai aussi entendu, mais vous savez, dès qu'il y a des renseignements personnels, la loi 25, mais il y a certaines obligations, vous serez bien de consulter votre avocat. Là, on dit oui, catégoriquement, il faut aviser, puis il omet le fait qu'il y a une analyse de risque qui doit être faite et quand et comment aviser, mais on met tout ça de côté, il dit il faut absolument aller aviser, puis c'est un risque au client. De l'autre côté, c'est de reconnaître qu'est-ce qui existe dans la loi, quand est-ce que c'est important de faire appel à un avocat, puis bien informer son client, puis je pense que ça, c'est quelqu'un qui fait bien sa job en cybersécurité. T'as raison, Alex, c'est pas facile de trouver c'est où cette ligne-là, puis quand est-ce que je bascule dans le conseil juridique, mais...
Mais je reviens comme sur Slashdot, c'est à l'époque, quand j'étais là-dessus, donc il y a très longtemps, les gens prenaient la peine de spécifier, je ne suis pas un avocat, mais voici mon opinion. Et il y avait même un acronyme là, qui était fait pour ça, expressément parce que c'était régulier que les gens en TI émettaient des opinions qui est comme ça. Maintenant, on a perdu, il y a comme quelque chose qui s'est perdu avec le temps parce qu'on a fait plus ça. Les gens en cyber ou en TI vont dire des opinions qui sont typiquement des opinions juridiques, mais ils ne spécifient plus. Puis à la limite, ils sont quasiment coupables, comme ChatGPT, d'embarquer dans des choses puis de dire des choses qui sont inexactes, qui sont en dehors de leur spectre à ce moment-là. Puis c'est troublant parce qu'ils parlent avec une certaine forme d'autorité. Et à ce moment-là, comme ChatGPT, puis c'est pour ça que je prends cet exemple-là, peut induire en erreur. Puis vous l'avez dit, il faut que le client, on va abîmer le client au passage. Oui. Oui, puis les exemples que j'ai vus pour ma part, c'était surtout, pour moi, le mot conformité à côté d'une case à cocher, c'est à proscrire dans tous les cas parce que vous entendrez toujours un avocat dire ça dépend, puis jamais, ou en tout cas très rarement, des réponses catégoriques. Ça va dépendre des circonstances, ça va dépendre d'énormément de choses. Fait que de mettre des cases à cocher puis conformité, ça ne devrait pas exister. Ça devrait être le cue pour dire ben j'appelle un avocat si on se questionne sur des questions de conformité. Puis là, je vois Alex qui essaie d'intervenir. Est-ce que je peux prendre la balle au bon là-dessus? Parce que effectivement, nous, je dis pas qu'on n'a pas fait notre gatekeeping, là, un petit peu de chasse gardée en cybersécurité avec les années, on a notre part de péché là-dessus. Mais avec les années, on est devenu de plus en plus pour autonomiser les gens. On a vous l'entendez, la sensibilisation, les lignes d'affaires, remettre les pôles de décision à la personne, à la business, prendre des bons risques, etc. On autonomise les gens le plus à prendre des bonnes décisions des décisions et les bonnes décisions sans nous. À l'inverse, moi, ça m'est pas arrivé souvent que la réponse, quand je parlais du côté juridique, c'était pas parle à ton avocat, puis la réponse c'était pas ça dépend. Alors ça rend ça très difficile de travailler. C'est rare qu'on a, puis je pense que c'est un peu la nature de la bête, là. Je veux dire, la loi, ça semble être beaucoup de lignes de texte avec énormément de gris. Je le dis respectueusement, mais en quelque part, tu sais, c'est quelque chose, j'ai pas vu souvent cette façon-là d'autonomiser les gens, de dire, regarde, t'es pas avocat, mais voici des outils pour prendre les bonnes décisions. J'ai généralement vu beaucoup plus d'un « appelle-moi à chaque fois ». Ça, je trouve ça irritant, ou je trouve ça pas dangereux ou pas efficace, pas efficient. Je veux dire, des avocats, il n'y en a pas tant que ça, on se les arrache. À un moment donné, ça serait bien d'être autonome. Ben, en fait, moi, le processus d'autonomisation des clients, c'est quelque chose que j'utilise énormément. Là. Je peux pas parler pour toutes les autres firmes, mais en tout cas, chez Fasken, c'est quelque chose qu'on utilise. Puis notamment pour reprendre l'exemple des PIA, en français des EVP, là, les évaluations des facteurs relatifs à la vie privée. On en fait 1, 2 avec le client, puis ensuite, ça lui permet de développer les bons réflexes. Mais je pense qu'il faut faire la distinction, puis il faut faire attention entre autonomiser le client en lui donnant des outils vs avoir des réponses catégoriques. Parce qu'il y a moyen d'outiller pratiquement un client sans lui dire qu'il va être conforme dans toutes les situations. Puis, ouais, vas-y. Je vais rajouter là-dessus, puis l'exemple du MFA de tantôt est très intéressant parce qu'à l'heure actuelle, c'est common knowledge. MFA, c'est une nécessité, puis n'importe qui sur la planète peut dire ça, que ce soit un avocat ou non, un gars en cyber ou non. Et il faudrait arriver à ce genre de niveau de connaissance minimale, de monter le niveau de l'eau au niveau de la PRP, dans le sens que j'aurais pas besoin, puis ça rejoint un peu ce que le point d'Alex, j'ai pas besoin de consulter un avocat pour un certain niveau de connaissance générale que tout le monde devrait avoir, un peu comme la base de citoyens, mais on devrait tous savoir ce genre d'éléments-là. Comme on devrait tous mettre du MFA à l'heure actuelle, puis on devrait même pas se poser de questions là-dessus. On devrait du TLS, puis on devrait même pas se poser de questions là-dessus, parce que c'est comme la vérité, la vérité actuelle. Puis c'est ça aussi, un peu, je rejoins le point Alex, où en droit, on voit un peu moins ça, cet élément-là, ou de cette espèce de montée en connaissance générale où je peux, sans avoir besoin d'un avocat, moi, ma base est couverte. Et après, quand je vais aller chercher des choses beaucoup plus funky, puis justement, en PRP, il y en a beaucoup de choses funky, là. C'est pas parce que il n'y en a pas, mais ça, on arrive vite au funky, mais au moins, à la base, que, tu sais, on inventaire des données qu'on a. Ça, c'est dans les critères. Il y a des éléments de base qu'on devrait être capable de dire, OK, c'est un acquis pour tout le monde. Puis il y en a. C'est juste que le droit est évolutif. Je veux dire, il y a des décisions, il y a beaucoup de choses qu'il faut connaître. Et oui, il y a des choses qu'on est capable de dire en ce moment, t'es conforme.
C'est juste que dès que les choses se corsent, puis dès que c'est des questions qui sont plus complexes, effectivement, on parle de risque juridique, de c'est quoi les chances que ça passe devant un tribunal, etc. Tous les termes que beaucoup de gens n'aiment pas. Mais c'est vrai qu'il y en a, là. Mais bon, c'est pas dans tous les cas, puis on peut pas le garantir. Puis quand on peut pas le garantir, c'est notre responsabilité aussi de dire que ça dépend. Je vais vous parler de XKCD. Vous connaissez XKCD? Oui. Oui, OK. Il y en a un qui s'appelle Is it worth the time? Puis il dit combien de fois est-ce que tu fais cette tâche? Puis combien de temps est-ce que tu risques d'économiser? Puis il te dit est-ce que ça vaut la peine de le faire ou non? Puis je pense que c'est un bon framework pour réfléchir à la question de est-ce que c'est bien d'outiller le client ou non? Puis est-ce que ça va être mieux de s'asseoir avec eux puis de développer un framework? Puis par exemple, on le fait. Quelqu'un a une entreprise qui va passer 500 contrats par année, mais je vais pas réviser ces 500 contrats. Je vais lui bâtir un framework pour comment bien réfléchir à ces contrats. Puis dans les 3-4 cas où c'est corsé, c'est là qu'il va m'appeler. OK? That's it. Mais si le client, il en passe 2 puis il les renouvelle aux 5 ans, mais appelle-moi. On va pas développer un framework. Là. Je vais intervenir dans le contrat, on va en discuter, on va le négocier ensemble, puis that's it, puis tu vas être mieux servi de cette façon-là. Fait que il n'y a pas un one size fits all de voici la base. Je le vois un peu de cette façon-là, puis c'est un peu la même chose même avec des incidents. Il y a certains clients, oui, ça vaut la peine de passer des dizaines d'heures à réfléchir à son plan de réponse aux incidents, comment les différentes équipes vont intervenir, etc. S'il y a juste peut-être un gars qui fait un peu de la TI, puis that's it, chez eux, là, c'est comme tu as un incident de cybersécurité, tu m'appelles, t'appelles ton assureur, puis on va gérer ça pour toi. C'est tout. Ça va être beaucoup plus simple, puis ça va te coûter ma carte d'affaires. Perds-la pas. OK. Tu fais ça pub en même temps. Ben, en fait, ça, si j'avais votre carte d'affaires, je ne la perdrais certainement pas parce qu'une des choses, c'est vous êtes, en tout cas, vous semblez être des avocats qui sont particulièrement au fait de la cybersécurité et j'irais jusqu'à technophile. Narek, tu as tes credentials d'avoir eu ton ordinateur en très jeune âge et c'est tant mieux. Moi, j'ai souvent un mur des fois avec le monde juridique d'un point de vue technologique. Bon, c'est le royaume du courriel. Alors, personnellement, j'ai le courriel en aversion. Là. Il n'y a à peu près rien de moins sécuritaire. C'est normal. Ça a été fait dans les années 70. Fait que ça, c'est quelque chose, mais c'est pourtant le roi et, je le rappelle, protégé par le secret professionnel. Mais mon expérience avec le monde juridique est souvent très, très low-tech et très difficile. Comme je dis, je ne parle peut-être pas aux mêmes personnes. Moi, j'ai été récemment au Palais de justice sortir des enregistrements de cours parce que dans ma recherche, alors il a fallu que je download un PDF pour l'imprimer, pour le remplir à la main, pour l'apporter au comptoir, pour me faire donner quoi? Un CD-ROM gravé. Même pas une clé USB. Alors, puis ça, c'est pas... J'ai travaillé à Justice Canada comme technicien il y a une belle lurette. Alors, c'est très... souvent, c'est une frontière qui est dure à faire, surtout quand on est des geeks techie de mon genre. Après ça, trouver le pont pour jaser d'enjeux, des fois, qui sont éminemment technologiques. Là. Commencer à parler de est-ce que tu peux ramener un courriel ou pas, puis commencer à parler de chiffrement, puis on laisse faire le chiffrement homomorphique. Là. On n'est pas tout à fait à la même place. Moi, j'ai envie de vous demander comment vous vivez votre propre, en tant que technophile avocat, comment vous vivez votre propre choc thermique à l'intérieur de la communauté d'avocats d'un point de vue technologique quand ces discussions-là arrivent. Je vois la règle qui sourit. No comment. I plead the fifth. On est au Canada, ça je le sais, ça marche pas le 5e. Non, mais c'est des blagues. Je le sais. Mais, en fait, c'est un bon point parce que personnellement, j'ai fait ma maîtrise sur la propriété intellectuelle applicable au système d'intelligence artificielle. Puis la première chose que je me suis dite, c'était oh my god, est-ce que j'abandonne? C'est bien trop compliqué cet objet d'étude-là. T'sais? Fait que je pense qu'il y a la première étape avant d'appliquer les règles juridiques, c'est de comprendre là, dans quel milieu tu baignes, puis c'est quoi les enjeux, puis comment ça fonctionne, puis etc. Je pense effectivement que c'est un domaine qui est déjà très spécialisé, puis que pour pouvoir se revendiquer compétent dans ces matières-là, faut être un peu un geek, tu sais. Fait que, ben, c'est ce qui est ça. Malheureusement ou heureusement, c'est une double spécialisation techno plus juridique. Puis, ben, les avocats qui n'ont pas ça, ben, c'est difficile pour eux de donner des conseils qui sont de qualité. Ça se voit quand tu leur parles. C'est assez rapide à repérer.
je dirais il faut aussi un peu aller à la vitesse de nos clients. Puis souvent, mais dans un contexte de réponse aux incidents, c'est de dire, OK, c'est quoi les bons réflexes techniques à avoir? C'est, OK, est-ce que les courriels sont compromis? Est-ce qu'on se fait des off-band discussions? Est-ce qu'on se crée un groupe Signal? Est-ce qu'on se crée un compte Gmail, créer un compte Gmail ou ProtonMail à part? Appelle-le avec le nom du projet, puis on va juste l'utiliser pour ça, puis ça va être beaucoup plus simple. Puis après, on va avoir une boîte mail que tu peux télécharger, puis ça va être ton record de l'incident. Donc, on essaie d'avoir des réflexes de ce genre-là pour être capable de bien opérer dans cet environnement-là. C'est aussi utile de travailler. Il n'y a pas un seul incident que je fais tout seul. Là. Ça, je veux le garantir. À chaque incident, il y a une équipe de réponse cyber avec qui je travaille. Sans équivoque. Fait que chaque fois, c'est un apprentissage de travailler avec eux. Tu les écoutes, tu apprends des termes. Il y a des trucs que tu ne comprends pas. Il y a 5 ans, je savais pas que c'était quoi un shellbag. Là, je peux te parler de c'est quoi un shellbag puis comment ça marche. Pour info, c'est comme un artefact que tu trouves dans Windows qui te permet de dire. Puis c'est bien de savoir c'est quoi. Ça te permet de dire c'est quand la dernière fois qu'un répertoire a été consulté. C'est parce que c'est un artefact laissé par Windows, mais ce n'est pas une garantie que la personne ne l'a pas consulté autrement, donc avec des outils de remote code execution, par exemple. C'est, OK, voici ce que ça veut dire. Puis c'est d'avoir ces discussions-là poussées, ça t'amène à un autre niveau. Je pense qu'on est un peu privilégié de ce côté-là versus mais c'est un peu la même chose. Avocat en droit de la construction, c'est certain que tu dois avoir des conversations avec des ingénieurs pour comprendre c'est quoi la solidité de certains matériaux, etc. Qu'est-ce que ça implique? Pourquoi est-ce que, je sais pas, pourquoi est-ce qu'il y a des fissures dans le pont, etc. Mais forcément, tu commences à te spécialiser dans le domaine. Nous, on a juste le privilège d'en faire beaucoup dans un laps de temps accéléré avec des experts qui font en sorte qu'on bâtit nous-mêmes notre expertise puis on commence à parler le même langage, je trouve. C'est un exemple, l'exemple que tu donnes par rapport à qu'est-ce qu'on fait en cas d'incident pour du out-of-band communication, des choses comme ça, c'en est un vrai que j'ai rencontré parce que ça m'est arrivé dans des cas bien partis d'incidents ou autres. Là, tout à coup, tu parles aux avocats, ils disent non, surtout, écrivez rien. Non, textez rien, écrivez rien, faites rien, touchez à rien, prenez pas de notes, rien. Puis là, tu te dis, ça, pour moi, c'est vraiment un exemple de quelque chose qui est hyper contre-intuitif pour quelqu'un de cybersécurité en disant, mais non, on veut savoir ce qui se passe, on veut communiquer clairement, on veut avoir des canaux de communication qui sont efficaces, qui nous permettent de réagir et d'endiguer la menace, de la contenir. Mais le réflexe, puis de ce que j'entends, c'est le réflexe vieillot, c'est le réflexe du style, non, sois sûr qu'on peut pas, ça peut être produit en cours, etc. Mais qu'il y a donc aujourd'hui, il y a un Signal, un out-of-band, un ProtonMail, ça me semble des réflexes technologiques décent, là, on s'entend. Mais tu sais, ça en est un contre-intuitivement, un choc de deux mondes, là, que c'est complètement contre les valeurs, souvent des gens de cyber qui disent non, on veut documenter les choses, on veut que ça soit par écrit, on veut que ça soit clair, que ça soit équivalent, puis qu'on puisse revoir après où est-ce qu'on s'est trompé. Fait que ça, c'est vraiment une espèce de choc thermique chaud-froid là, que j'ai vu, que j'ai vécu, qui vient deux choses complètement différentes. Je vais ajouter un petit peu, les gens techniques n'aiment pas tant utiliser les euphémismes, puis ne comprennent pas l'importance d'eux. Donc, souvent, je vois des courriels qui partent. Hey guys, we got hacked. Ouais, c'est moyen. Je comprends, oui, c'est le cas. There's a cyber attack, it's those damn whatever. Like, non, oui. C'est comme. Puis versus un avocat qui va communiquer ça. We noticed some unusual activity on our systems. Investigation is pending, current and... Oui, j'entends. Je vais vous poser la question, puis tendre une perche en même temps. Parlons du fossé entre les professions. Qu'est-ce que les gens de cyber peuvent faire de plus utile pour vous aider à faire votre travail en privacy? C'est quoi, en fait, le skill ou le réflexe, la question ou quoi que ce soit, que quand vous arrivez à une place, puis vous parlez à quelqu'un de cyber, puis la personne vous dit « Oui, je sais faire ça » ou la façon qu'il y a de vous aborder ou peu importe, vous dites « Oh yes, ça va être un bon mandat, le fun. » Moi, je le sais au bout de 3 minutes. Là. Moi, c'est... Je ne fais pas de conseils juridiques et je sais où m'arrêter. Okay. Puis honnêtement, même quand on me le dit,
ma question numéro 2, c'est OK, donne-moi un exemple de mandat dans lequel tu as travaillé avec des gens, des avocats plutôt. Puis très souvent, la ligne n'est pas claire. Fait que, puis là-dessus, je veux aussi. En fait, c'est une partie de la réponse à ta dernière question, Alex. Pour moi, les avocats en PRP, c'est du droit nouveau. Fait que, tu sais, comme la règle le disait, on est encore en processus d'apprentissage. Même moi, j'en apprends tous les jours sur la technicalité du domaine dans lequel on pratique. Fait que, on va devenir de meilleur en meilleur. Puis je pense que le fait qu'on existe puis que vous avez besoin de nous appeler aussi va devenir un fait de plus en plus, en tout cas on l'espère, soyons optimistes, va devenir un fait de plus en plus commun et appliqué à travers la communauté. Parce que, je veux dire, le nombre de fois où on passe après puis qu'on se dit, ben là, ça c'est clairement du juridique, là, puis on est même très souvent pas, je veux pas dire très souvent, mais parfois, ça arrive qu'on n'est pas d'accord avec les conclusions. C'est le client qui en est comme. Nicolas Loïc, moi, je propose qu'on repopularise le I am not a liar, l'acronyme. Je pense que ça pourrait préfacer la plupart de nos conversations. Soleil K, il trouverait son compte. Oh oui! Ou les offres de services, là, vous êtes conforme si vous faites tout ça. OK, t'as pas touché à tes consentements, t'as pas t'es pas du tout conforme à la loi, là. Fait que c'est de faire attention puis de pas vendre un service en le qualifiant d'exhaustif. Si tu fais toutes ces étapes-là, t'es conforme. Oui, puis je dirais même au-delà de ça, puis là, si on prend le cas spécifique des amendements apportés par la loi 25, c'est plus complexe. Il y a beaucoup de choses qui sont en dehors, puis tu l'as mentionné, qui sont en dehors des TI puis de la cyber, qui sont vraiment des éléments humains, juste l'élément de consentement, puis j'ai aimé ça que tu le mentionnes, ça n'a rien à voir avec la cyber. On n'a rien à voir dans ce milieu-là, mais il faut que ça soit fait. Fait que nous, si on donne une opinion, l'opinion va se limiter au volet cyber, puis on va couvrir une facette des amendements que la loi 25 apporte. On n'apporte pas toute la pleine portée de ce que c'est, puis ça laisse quand même le client à découvert. Exact. Puis c'est ça, c'est dangereux pour le client, puis c'est de l'exercice illégal aussi pour la personne qui fait ça. Donc, je pense que nous, on reconnaît notre part on a encore beaucoup de choses à apprendre, mais on aimerait peut-être, en tout cas, je vais parler pour moi, mais j'aimerais ça voir aussi plus ce réflexe-là se développer chez les experts en cybersécurité, de dire, ben, moi, ma connaissance s'arrête ici. Ouais, je vais laisser ma règle, ensuite je vais conclure. OK. Moi, j'aime bien la curiosité chez les gens. C'est la même curiosité que moi j'ai envers eux, puis j'aime lorsque c'est réciproque. Puis c'est de dire pourquoi est-ce que tu es en train de faire ça? Puis avoir cette perspective qu'on va travailler ensemble à plusieurs reprises, comprendre exactement pourquoi le ask est formulé, puis ils vont trouver des solutions créatives pour être capables d'atteindre des objectifs recherchés, puis ils vont mieux comprendre. Alors que d'autres vont juste bêtement, on doit être juste ça. Hey, write privileged and confidential, do this, faites ci, faites ça. C'est comme, non, je veux pas faire ça. Je veux t'expliquer le pourquoi de qu'est-ce que je fais. Puis je veux que ce que tu fais s'aligne avec mes objectifs. Puis là, on va bien travailler ensemble parce qu'on va partir, on va tous ramer dans la même direction. Je donne un exemple concret là au niveau du reporting. Puis ça, c'est quelque chose que c'est un peu mon petit cheval de bataille là. Il y a des gens en cyber qui sont excellents à faire leur enquête, mais après ne savent pas comment bien mettre les bons mots derrière pour documenter ce qu'ils ont fait. Okay? Puis moi, j'ai besoin de ce rapport-là, notamment parce que moi, je dois rester dans ma propre voie. Parfois, je sais qu'est-ce qui s'est passé parce que je t'ai écouté pendant 3 mois, puis j'ai fait mes propres recherches, mais ce n'est pas à l'avocat de marquer ça sur papier, c'est à l'expert de le faire. Puis il y a 4 éléments qui sont super importants pour que nous, on puisse donner un bon conseil juridique. Qu'est-ce que j'ai regardé? Qu'est-ce que j'ai vu? Qu'est-ce que ça veut dire? Puis pourquoi est-ce que c'est important en fonction de mes objectifs? What's noise, what's signal? Puis un bon rapport va contenir ces 4 éléments-là, puis ça va permettre à un avocat de bien faire sa job. Puis c'est une job qu'on fait ensemble. Là. Il y a des aspects foncièrement techniques que je serais incapable de faire. Je pense au moins. Je pense pas que je vais me rendre au même niveau que quelqu'un en cyber. Mais il y a des aspects que moi, je dois conseiller par la suite. Puis si ces éléments-là sont présents dans un rapport, nous, on fait une bonne job, puis le client, il est extrêmement bien servi. Mais c'est de s'aligner. Be curious.
Oui, puis maintenant, j'avais commencé toutes mes phrases parce que je ne suis pas un avocat, juste pour être sûr de mettre la chose. Merci énormément à vous trois. Ça a été très, très intéressant comme panel. C'est à refaire absolument parce qu'on a débattu d'idées puis on a vu des deux côtés de la médaille. C'est très important puis ça manque beaucoup en tout cas, moi, cyber, c'est clair que ça manque ce regard-là de diversifier, de cette curiosité aussi face à l'autre et comment on fait ça. Puis les mots de la fête de la règle sont excellents ce coup-là. Merci énormément. Merci à toi. Merci à vous. Très agréable. Merci. À refaire.